La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 13 septembre 2024. Il s'appelle ce matin une banque centrale et ça repart. Les vendredis 13 ont une réputation un peu douteuse, mais les investisseurs n'ont pas l'air particulièrement angoissés ce matin. Hier, la Banque Centrale Européenne a détendu l'atmosphère en respectant les attentes. Les regards se tournent désormais vers son homologue américaine. Elle est censée démarrer la semaine prochaine son chemin vers le bas en matière de taux directeur. Et là, il reste à connaître la pente qui sera adoptée, puisque manifestement, c'est toujours en débat, comme nous allons le voir un petit peu après. Pour démarrer, je ne sais pas trop ce que le marché redoutait ces derniers jours en provenance de Francfort. Christine Lagarde qui coule une bielle en annonçant une hausse de taux, ou peut-être Isabelle Schnabel qui fait une blague, ou encore la France qui se dote d'un gouvernement. Non, aucun de ces événements improbables ne s'est produit hier. C'était bien la peine de stresser. Au lieu de ça, la Banque Centrale Européenne a réduit ses taux dans les proportions attendues, ce qui a permis au marché action européen de poursuivre leur rebond. Même LVMH a failli progresser, c'est dire si on était proche de l'euphorie qui s'empare parfois du club de bingo quand Odette, 93 ans, hurle Keane à s'en décrocher le dentier. Et oui, les temps changent et LVMH est en train de devenir un tricard de la bourse. Enfin, le groupe a quand même du répondant, il ne faudrait pas l'enterrer trop vite. Pour autant, LVMH n'a connu qu'une seule séance de hausse sur les 10 dernières journées de bourse. C'est du jamais vu depuis novembre 2018. Et oui, je me suis ruiné les yeux sur un graphique pour vous fournir cette information parfaitement inutile. Autant dire que si le marché a arrêté de punir à coups de tatane le secteur de l'intelligence artificielle, il n'a pas vraiment l'air réconcilié avec le secteur du luxe. Du côté des États-Unis, la semaine boursière commence à ressembler furieusement à l'exact opposé de la précédente. On a par exemple un Nasdaq qui a déjà repris 5,4% en 4 séances, il avait perdu 5,9% la semaine dernière. Et les configurations sont assez proches mais un petit peu moins mimétiques quand même pour le S&P 500 et le Dow Jones qui avaient fortement baissé la semaine dernière et qui se reprennent cette semaine. Les investisseurs, eux, ils continuent à s'infliger des montagnes russes émotionnelles. Un coup tout se passe bien et un coup l'angoisse d'une économie qui déraille ressurgit. Hier, les valeurs technologiques ont poursuivi leur rebond et tout le monde semblait à peu près d'accord pour dire que la Fed allait réduire ses taux d'1/4 de point lors de la décision qu'elle doit prendre dans 5 jours, c'est-à-dire le 18 septembre, et tout le monde semblait assez à l'aise avec ça. Et puis pouf, stupeur ce matin, le camp des partisans d'une baisse de taux d'0,5 point a jeté toutes ses forces dans la bataille nocturne, et apparemment il a marqué des points. L'outil FedWatch du CME, qui donne, je vous le rappelle, une probabilité d'évolution des taux à partir des contrats à terme, donne désormais 45% de chance pour une double baisse de taux. On était seulement à 14% la veille. Si même le FedWatch commence à partir dans tous les sens à 24 heures d'intervalle, où va-t-on, je vous le demande. Et là vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fout que les taux US baissent un peu ou un peu plus ? En fait c'est important parce que ça réduit le loyer de l'argent d'une part, ce qui est censé relancer l'économie, mais aussi parce que ça donne une indication sur les intentions de la Banque centrale, en particulier sur le rythme qu'elle entend imprimer à sa politique monétaire. Alors si elle baisse ses taux plus vite que prévu, évidemment l'argent sera moins cher et irriguera mieux l'économie et plus vite. D'un autre côté, si la Fed baisse ses taux à vitesse grand V, ça pourrait aussi passer pour un signe de panique et ça enverrait un message négatif pour la confiance, et la confiance c'est hyper important pour les marchés financiers. L'institution doit donc naviguer subtilement entre les deux rivages, celui du bon tempo pour l'économie et celui du bon tempo pour la confiance. Et là vous allez me dire, pour la seconde fois, mais qu'est-ce qui a fait changer les pronostics aussi brutalement cette nuit ? Alors pour commencer, ce ne sont pas les prix à la production ni les inscriptions hebdomadaires au chômage US qui ont été publiés hier qui ont changé la donne, ils ont tous deux confirmé les tendances récentes, l'inflation se calme et le marché du travail plie mais ne rompt pas. Et non, le bouleversement a été provoqué par une conjonction de facteurs. Alors ça a commencé par un article du Wall Street Journal publié vers 19h heure de New York qui affirme que si une baisse de taux est acquise la semaine prochaine, son ampleur est tout sauf décidée. Et là le truc c'est que c'est pas Odette, 93 ans qui a écrit l'article, mais c'est Nick Timiraos, un reporter très influent qui, dit-on, se fait murmurer des trucs à l'oreille par les banquiers centraux. Ces prises de position sont donc très écoutées, un petit peu comme les miennes dans le bulletin municipal de mon village si vous voulez. Environ une heure après, Colby Smith du Financial Times a dit à peu près la même chose, et là, ces prises de position financières sont très écoutées, un petit peu comme les miennes dans le bulletin municipal de mon village si vous voulez.
Et enfin, pour enfoncer le clou, l'ancien patron de la Fed de New York, Bill Dudley, est à nouveau sorti de sa boîte pour affirmer qu'une baisse de taux d'un demi-point ce serait vraiment super. Il avait déjà fait parler de lui, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était au début de l'été, il avait conseillé à l'époque à la Fed de réduire ses taux dès le mois de juillet, et ça avait fait pas mal de bruit à cette époque-là. En plus, comme il n'est plus membre actif de la Fed, il n'est pas tenu par la période de silence imposée par l'institution à ses ouailles. Cette période de silence a démarré en l'occurrence le 7 septembre et doit s'achever le 19 septembre. Or, bien sûr, le discours que Jérôme Powell doit prononcer le soir de la décision, le 18 septembre. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire, les investisseurs ont été rassurés mais pas surpris par la position de la BCE. Ils savent que la Fed va réduire ses taux mais s'écharpe encore sur l'ampleur de la baisse alors qu'on pensait que l'affaire était pliée. Et les marchés actions montent parce que finalement, ils aiment quand l'argent devient moins cher, donc plus abondant, sous réserve bien sûr que l'économie ne se casse pas la margoulette le temps que Jérôme, Christine et tous leurs copains détricotent les politiques de taux élevés, ces politiques de taux élevés qui avaient été rendues nécessaires pour combattre l'inflation. Du côté de l'Asie-Pacifique, pour terminer la semaine, le Japon replonge de 0,8%. Contrairement aux places occidentales, Tokyo a encore creusé ses pertes cette semaine en perdant près de 1% après une chute de 4,3% la semaine précédente. Du côté de la Chine, le CSI 300, l'indice de Shanghai et de Shenzhen est proche de l'équilibre après avoir touché un point bas datant de 2019 hier. Le Hang Seng reprend lui 1% et revient en territoire positif sur 2024. La Corée du Sud et l'Inde sont en léger repli et l'Australie boucle la semaine en hausse, confortant un gain hebdomadaire modéré. Les indicateurs d'avance européens, eux, ils sont haussiers à l'heure où j'enregistre. Dans l'actu des sociétés en France, on a les concessionnaires Vinci, Eiffage et ADP qui sont attaqués en bourse après la confirmation par le Conseil d'État de la validité de la nouvelle taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Stellantis a suspendu la production de la Fiat 500 électrique en raison de la faiblesse de la demande en Europe selon les infos de Bloomberg, et L'Oréal a participé à une levée de fonds de 35 millions d'euros pour la start-up Abolis. Total Energy a annoncé un investissement dans le premier fonds japonais dédié au développement de l'hydrogène bas carbone. On a des changements indiciels à Paris, il n'y a pas de changement dans le CAC 40, mais en revanche, Aéroports de Paris et Nexans remplacent Air France KLM et Forvia dans le CAC Next 20. Le changement interviendra le 23 septembre. On a aussi Clariane qui remplacera Lectra dans le SBF 120. Bolloré veut mettre en œuvre 3 offres publiques de retrait suivies de retrait obligatoire sur les actions de certains de ses holdings, la compagnie du Cambodge, la financière Moncey et la société industrielle et financière de l'Ar3 en l'occurrence. Ces offres prendront la forme d'offres publiques alternatives payables soit en espèces, soit en actions UMG, soit en combinant les deux propositions. Chez Worldline, mauvaise nouvelle, Gilles Grappinet va quitter la direction générale à la fin du mois sans avoir à ce stade de remplaçant. La société assure que son plan Power 24 est toujours d'actualité mais a réduit ses prévisions 2024. Vision Group a relevé sa prévision de rentabilité 2024. Robertet vise une hausse de 7% de ses revenus cette année avec une amélioration de l'EBITDA et Vetoquinol a annoncé une baisse de sa profitabilité au premier semestre malgré une hausse de son activité. Valneva a lancé une augmentation de capital de 60 millions d'euros à 2,66€ l'action pour financer ses essais cliniques. Forcy Power a inauguré son site de production. On a aussi des petites actus sur Stif, sur Hafner Energy, sur Opium, sur Jessie, sur Acticor Biotech ou sur Iconicis. Les principales publications du jour, Milibou, Vranken, Altamir, Serinov ou encore Virbac. Ailleurs en Europe, Nokia approche des candidats pour remplacer son CEO selon le Financial Times, mais la société a démenti la rumeur. Roche a obtenu l'approbation de la FDA pour l'immunothérapie anticancéreuse sous-cutanée Tecentriq Ibreza. Securitas a dû constituer une provision de 53 millions de dollars à la suite d'une enquête aux États-Unis et BAE Systems a obtenu un ajustement de contrat de 440 millions de dollars avec l'armée américaine. Par ailleurs, Raiffeisen reprendra le mandat de gestion de ses fonds Futura à Vontobel. AMS Osram s'endette à hauteur de 200 millions d'euros à plus de 10% et France Télévisions a choisi les produits de Nagravision, la filiale de Kudelski, pour s'équiper. En Amérique du Nord, Adobe chute de 9% hors séance après des résultats inférieurs aux attentes. Microsoft a nommé jeudi Carolina Dybeck-Hape, ancienne directrice financière de General Electric, au poste de directrice des opérations. Microsoft qui supprime par ailleurs 650 postes chez Xbox et Activision, donc dans sa division jeux vidéo. Les AirPods d'Apple se transforment en appareil auditif aux États-Unis après le feu vert de la FDA pour un dispositif transformant le système. La rumeur avait déjà mis la pression sur les actions du secteur en début de semaine en Europe. Eli Lilly investit 1,8 milliard de dollars dans ses sites irlandais afin d'accroître la production de médicaments contre la maladie d'Alzheimer et l'obésité. Chez Boeing, plus de 33 000 ouvriers ont décidé de se mettre en grève pour négocier de meilleurs salaires. Dow Chemical revoit à la baisse ses prévisions. Wells Fargo a baissé en bourse hier après des injonctions
sanctions de l'OCC sur le l'anti-blanchiment. General Motors est en pourparlers pour l'achat de batteries chinoises fabriquées aux États-Unis par TDK. Les chauffeurs d'Amazon ont obtenu des augmentations de salaire après les menaces de syndicalisation selon le Wall Street Journal, et les actions de Warner Bros ont bondi hier après la signature d'un accord de distribution avec Charter Communication. Enfin, L3 Harris a obtenu un contrat de 587 millions de dollars de la marine américaine pour la fourniture de pods de brouillage. Ailleurs dans le monde, Olam Agri améliore son offre d'achat sur l'entreprise australienne Namoi Cotton. Adani Group a démenti le commentaire de Hindenburg sur les fonds gelés dans les banques suisses. Enfin, Rio Tinto porte à 19,9% sa participation dans Sovereign Metals. Voilà, c'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et un excellent week-end.